Bonjour, nous sommes le 27 mars 2015 et probablement comme moi hier dans la journée, vous avez découvert les circonstances de cet accident d'avion, cet avion qui s'est écrasé en France, qui s'est écrasé sur la montagne et on a appris ce qui s'était passé, je dirais, de minute en minute. Et aussitôt, bon, on s'est posé des questions sur la personne de ce copilote, Andreas Lubitz, qui s'est enfermé dans le cockpit aussitôt que le pilote s'est retiré un moment justement du cockpit. Il a fermé la porte et avec ce nouveau système qui permet de se protéger contre d'éventuels terroristes. Et apparemment dans la législation européenne, on n'a pas pris la précaution d'imposer qu'il n'y ait nécessairement une deuxième personne dans le cockpit, comme apparemment aux États-Unis on a imposé. Et du coup, il est possible pour la personne qui se trouve dans ce cockpit de désarmer le système qui permet par un digicode d'entrer dans le cockpit à celui qui connaît le code pour y rentrer. Et résultat, ce qui s'est passé, donc ce copilote a fermé le cockpit, il a aussi désarmé le système qui permettait d'entrer par un code. Et donc on entend, et apparemment, quand on nous raconte d'autres incidents ou accidents du même ordre, on nous parle d'un autre avion qui s'est écrasé et on entend le pilote ou le copilote, en tout cas l'autre, en train de tambouriner sur la porte ou essayer de la défoncer avant que ça s'écrase. Et une fois une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, donc ce copilote a décidé délibérément de crasher un avion avec l'ensemble de son équipage, l'ensemble de ses passagers qui ont tous les âges, comme souvent dans un avion. C'est distribué de manière un peu statistique et on entend des cris, les cris de ceux qui se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors évidemment, on essaye de supputer des choses sur la personnalité d'une personne qui fait ça. Et la tentation, bien entendu, la tentation immédiate, c'est de dire il est fou. Voilà, quand on a quelque chose qui est de l'ordre de la monstruosité, on dit qu'il est fou ou qu'elle est folle. Alors monstruosité, oui, parce que si nous admettons, je crois chacun, qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on peut mourir, eh bien une chose qu'on peut faire, si on veut exercer, je dirais, sa liberté, pour autant qu'on imagine qu'il existe une chose comme le libre arbitre, eh bien c'est de se priver de sa propre vie. Voilà, c'est une manière de terminer l'aventure. Mais délibérément entraîner dans sa mort un grand nombre de personnes, des innocents, comme on dit habituellement. Innocents de quoi? On ne sait pas trop, mais on veut dire qui n'ont pas pris cette décision. Il emmène dans sa mort des gens qui n'ont pas pris la décision de se priver de la vie. Alors ça le fait entrer dans la catégorie de la monstruosité. Et alors on peut effectivement essayer de gommer l'idée de monstruosité en disant voilà, il n'a pas son jugement, il est fou. Il est fou. Hitler était fou. On explique le national-socialisme allemand en disant voilà, Hitler était fou et donc l'explication se termine là. Il faudrait expliquer alors pourquoi des dizaines de millions de personnes l'ont suivi avec enthousiasme. Ça devient plus compliqué de dire qu'il y avait des dizaines de millions de gens qui étaient prêts à suivre un fou ou qui étaient fous eux-mêmes. Évidemment, ça accroche un peu au niveau de l'explication. Le fou, la folle doit rester exceptionnelle. Elle doit rester exceptionnelle. Alors, dans la journée, il y a un monsieur dont même le métier apparemment est d'être psychothérapeute qui nous a dit il a fait ça par amour. Il a fait ça par amour parce qu'il a trouvé une solution, il a trouvé l'explication. Et alors, il a essayé d'entraîner dans la mort un certain nombre de personnes avec lui. Si un jour j'avais besoin de soins de ce type, de psychothérapie psychothérapeutique, je ne suis pas sûr que je m'adresse à cette personne en particulier. On peut dire le contraire aussi, on peut dire il déteste tout le monde, Alors voilà, c'est un fou qui déteste tout le monde, et alors il emmène le plus grand nombre possible de gens dans sa mort. Mais qu'il s'agisse du fait qu'il adore tout le monde et qu'il veut sauver tout le monde, ou qu'il déteste tout le monde et qu'il veut tuer le plus grand nombre de gens possible, eh bien, il ne l'a pas fait. Il s'est contenté des 170 personnes ou des 170 personnes qui se trouvaient dans son avion, et il n'a pas essayé de tuer le plus grand nombre de gens.
Quand on pilote un avion entre Barcelone et Düsseldorf, je ne sais pas si vous avez regardé la carte ou vous n'avez même pas besoin, mais il y a moyen de tuer un plus grand nombre de personnes que 170 ou 140. C'est de choisir une centrale nucléaire, ça ne manque pas sur le trajet, ou une grande ville. La grande ville de départ, Barcelone, c'est un très bon choix. C'est la grande ville d'arrivée, Düsseldorf, c'est un très bon choix aussi. Je recommande ça à personne, mais et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, voilà, sur le chemin. Il y a Lyon, ça ne doit pas être très loin, etc. Ça doit être possible. Il est passé tout près de Toulon, et ainsi de suite. Donc il n'a pas fait ça non plus, il n'a pas essayé de tuer le plus grand nombre de personnes pour leur bien parce qu'il les détestait. Il n'a pas essayé de faire ça non plus. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire alors? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Je me suis réveillé tout à l'heure, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est cette idée qui m'était venue dans la soirée de faire ma vidéo sur ce sujet. Et ce qui m'a frappé au moment où je réfléchissais à ça en me levant, en me disant c'est extraordinaire, tu te lèves et avant même d'être réveillé, tu te remets à penser à ça. Comment est-ce possible? Mais est-ce que tu n'étais pas en train de rêver avant? Et en fait, oui, j'étais en train de rêver. Alors je réfléchis, à quoi rêvais-tu? Et en fait, voilà, ben, je rêvais à ça. Je rêvais à ça précisément. Bon. Alors, on peut avoir différentes interprétations du rêve. Le rêve, on peut considérer que ça dit des vérités éternelles, que c'est de l'ordre de l'oracle et que le rêve de chacun a une signification pour tout le monde. Ou bien on peut imaginer, et c'est ma représentation à moi, que le rêve, c'est un peu un parcours en roue libre sur la mémoire qu'on a, sur la mémoire qui s'est constituée. Cette mémoire n'est pas simplement des accumulations d'images et de mots et de choses comme ça. C'est une accumulation qui s'est faite dans un ordre particulier. Il s'est constitué un réseau mnésique, comme dit Freud. Il s'est constitué une mémoire. Et chacun s'est constitué d'une mémoire à sa façon parce qu'il y a un ordre chronologique. Les choses viennent s'accrocher à des choses qui sont déjà là. Et cette mémoire, elle a une signification, c'est-à-dire qu'elle a un sens lui est attaché. Et d'où vient ce sens? Eh bien, ce sont les valeurs émotionnelles qui se sont attachées à ça et qui font que quand on parcourt cette mémoire parce qu'on veut raconter quelque chose, on le fait dans un ordre particulier. On le fait dans l'ordre de l'urgence des choses qu'on a envie de dire. Et si ça tombe bien, c'est aussi l'ordre de la pertinence des arguments. Ça se confond. Une mémoire qui s'est construite sur un mode rationnel au sens de Socrate, eh bien c'est une mémoire qui est aussi pertinente. Vous allez dire des choses qui ont un sens dans le contexte. Mais c'est quelque chose à vous. C'est quelque chose à vous. Vos rêves, quand cette mémoire est en train d'être parcourue avec les valeurs d'affect un petit peu mises entre parenthèses, ça n'a qu'une signification. Ça n'a qu'une signification qui est la vôtre. C'est votre mémoire qui s'est constituée de cette manière-là. Alors évidemment, vous êtes un être humain, donc ça a une signification un peu universelle aussi, parce que vous êtes représentatif. Pourquoi ne seriez-vous pas représentatif du genre humain dans son ensemble? Mais c'est un type d'explication qui vous est propre. Ce n'est pas une explication justement de type rationnel, c'est une explication plus sur le mode intuitif, puisque ce sont des choses qui se sont mises là, et il y a quelque chose qui sort et qui en général, dont la signification, je dirais en surface, n'est pas est de l'ordre du ridicule, parce qu'il n'y a pas de contrainte de réalité, de représentation du monde réel. Mais il y a quand même des choses qui sont dites. Et alors c'est pour ça que je vais vous le dire, à quoi est-ce que je rêve au moment où je me réveille et qu'aussitôt je me mets à penser à monsieur Andreas Lubitz et à son geste? Eh bien, je suis dans quelque chose qui ressemble à un temple hindou et je vois une représentation de ce monsieur Lubitz. Il y a une espèce de grand tableau qui le représente. Et vous savez, les religions aiment bien nous dire que ce qu'elles disent est réel, et donc leur représentation du monde est souvent dans ce style hyper réaliste. On essaie de vous montrer quelque chose qui est de l'ordre de la photo. Et ce que je vois, c'est un immense tableau représentant ce monsieur Lubitz. Et il est assis sur une grande tortue, et cette grande tortue, elle flotte dans les airs. Cette grande tortue a la forme d'un buffle. Bon, alors ne me demandez pas ce que c'est qu'une grande tortue qui a la forme d'un buffle. C'est le propre des rêves d'arriver à faire des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça représente. Et alors, il y a assis sur cette grande tortue en forme de buffle, il y a ce personnage, il y a monsieur Andreas Lubitz qui est assis, et il a un grand sourire, il a le sourire du Bouddha. Il a le sourire du Bouddha, il a le sourire de quelqu'un qui est arrivé à
au contentement, à la satisfaction, à l'ataraxie, comme disent les Grecs, à l'absence de stimulation intérieure qui nous apporte l'apaisement, la sérénité. Voilà, voilà, ce personnage est assis là, de cette manière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire vis-à-vis de, pas pour moi, mon propre rêve? Ça veut dire que ce personnage est un personnage de type mythologique. Ce n'est pas un fou comme il en passe dans la rue, comme on peut en voir ici ou là, comme on met dans les asiles de fous. Ce n'est pas un fou, c'est quelqu'un qui a un message. Et ce message nous dérange profondément. Il nous dérange profondément parce qu'il il est représenté là avec la sérénité. Il a l'impression d'avoir compris quelque chose. Mais il ne veut pas non plus essayer de convaincre tout le monde de ça. Il est arrivé à une explication pour lui-même. Et alors, quelle explication cela peut être? Je vous l'ai déjà dit, je suis en train de réfléchir et à faire un long commentaire d'un texte de Nietzsche qui est la naissance de la tragédie. Et il se fait qu'il y a dans ce texte voilà, il y a un passage où il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je vais vous le lire pour terminer. Nietzsche raconte une vieille histoire, un mythe qui serait le fait que le roi Midas était convaincu que le compagnon de Dionysos, le demi-dieu Silène, connaissait le secret du destin des hommes. Et voilà ce qui est dit dans la naissance de la tragédie de Nietzsche à ce propos-là. Je vais vous lire le passage, si je le retrouve. Le roi Midas, ayant capturé Silène, compagnon de Dionysos, le somma de lui révéler quelle est la chose la plus désirable pour l'homme, ce à quoi le demi-dieu lui jeta à la face. Ô triste engeance éphémère, enfant du hasard et de la misère, pourquoi me forces-tu à te dire ce qu'il vaudrait mieux pour toi que tu n'entendes jamais? Ce qu'il y a de mieux t'est à jamais hors d'atteinte, ne pas être né, ne pas être, être rien, et ce qui vient en second, c'est de mourir au plus vite. Alors voilà, je termine là-dessus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? À chacun de nous de le dire. Mais il me semble que plutôt que d'essayer, je dirais, de désarmer nous aussi le message qui est transmis par ce personnage, je dirais, de dimension un peu mythologique, il faut savoir que c'est ça qu'il essaye de dire. C'est ça qu'il essaye de dire. Alors à nous de tirer les mêmes conclusions ou non. Mais voilà, n'essayons pas simplement, je dirais, comme des enfants, de déconnecter ce qu'il dit, d'en faire quelque chose d'innocent, comme je dirais le simple passage au hasard de penser dans la tête d'un fou. Pensons à ce qui est dit par ce personnage. Voilà, à bientôt.